Le 1er juillet 1944, 25 jours après le débarquement de Normandie, une conversation téléphonique bouleverse le haut commandement allemand. À 17h40, depuis son quartier général parisien, le maréchal Gerd von Rundstedt, commandant en chef des forces allemandes à l'ouest et figure la plus respectée de la Wehrmacht, prononce des mots qui scellent son destin. Face aux supplications du maréchal Keitel, qui demande désespérément « Que devons-nous faire ?» Von Rundstedt répond avec une brutalité glaciale. « Faites la paix, bande d'idiots, que pouvez-vous faire d'autre ?» Cette déclaration n'est pas une simple colère de commandant. C'est l'aveu d'une vérité que personne n'ose encore formuler à Berlin. La guerre est perdue. Mais qui était cet homme pour oser défier ainsi le Führer? Et qu'est-ce qui l'a poussé à franchir cette ligne fatale après 25 jours d'un carnage sans précédent? Karl Rudolf Gerd von Rundstedt incarne une tradition militaire vieille de 4 siècles. Né en 1875 à Aschersleben, issu de la noblesse prussienne, il représente une génération d'officiers formés selon les codes rigides de l'état-major impérial. Son père et 2 de ses oncles combattirent lors de la guerre franco-prussienne de 1870. Ses frères furent officiers dans l'armée allemande. Cadet militaire à 12 ans, lieutenant à 17, von Rundstedt incarne la discipline absolue et le sens du devoir qui caractérise l'aristocratie militaire prussienne. En mars 1942, Hitler le nomme commandant en chef des forces allemandes à l'ouest. Sa mission: préparer la défense contre l'inévitable invasion alliée. Face à lui, un défi colossal, protéger plus de 3000 kilomètres de côte, du nord de la Norvège à la frontière espagnole. La propagande nazie vante la muraille atlantique, cette ligne de fortification censée être impénétrable. Mais von Rundstedt, officier pragmatique, sait la vérité. Cette muraille n'existe que dans l'imagination de Goebbels. Les tensions avec le maréchal Erwin Rommel, commandant du groupe d'armée B couvrant le nord de la France, révèlent 2 visions contradictoires de la défense. Rommel, héros de l'Afrika Korps, croit fermement qu'il faut anéantir les Alliés sur les plages dans les premières 24 heures. Il exige que les divisions blindées soient positionnées près des côtes, prêtes à contre-attaquer immédiatement. Von Rundstedt, lui, préconise une stratégie différente, laisser l'ennemi débarquer, puis l'écraser avec des réserves blindées massives positionnées à l'intérieur des terres. Hitler, dans son indécision habituelle, refuse de trancher clairement. Il crée une structure de commandement confuse où personne ne peut déplacer les divisions de Panzer sans son autorisation directe. Cette décision catastrophique place les réserves blindées, notamment les prestigieuses divisions SS Panzer, sous contrôle direct du Führer depuis la Wolfschanze en Prusse orientale, à plus de 1000 kilomètres du front occidental. Au printemps 1944, von Rundstedt dispose sur papier de 58 divisions pour défendre la France et les Pays-Bas. Mais la réalité est bien différente. Plusieurs divisions sont composées de soldats âgés, de blessés de guerre ou de volontaires étrangers mal équipés. La 709e division d'infanterie stationnée à Cherbourg, par exemple, affiche un âge moyen de 36 ans. Les équipements français obsolètes côtoient les armes tchèques saisies et les canons soviétiques capturés. Von Rundstedt le sait, sans maîtrise aérienne, sans liberté de manœuvre pour les blindés, sans renforcement substantiel, la défense de l'Ouest repose sur une illusion. Dans ses rapports à Berlin, il n'hésite pas à critiquer ouvertement les décisions stratégiques. Cette franchise brutale, caractéristique de l'ancien monde prussien, déplaît à l'entourage servile de Hitler. Mais l'estime dont jouit le maréchal, même parmi les généraux alliés Eisenhower et Montgomery, qui le considèrent comme le meilleur adversaire qu'ils affrontent, protège temporairement sa position. Les services de renseignement allemands détectent la concentration massive de troupes en Angleterre. Von Rundstedt anticipe un débarquement au printemps ou à l'été 1944. Mais où? Le pas de Calais semble logique. C'est le trajet le plus court entre l'Angleterre et le continent.
Pourtant, von Rundstedt exprime des doutes. Le 11 juin, 5 jours après le débarquement réel en Normandie, il avertit le maréchal Keitel à Berlin. Si le front n'est pas stabilisé rapidement, des décisions fondamentales devront être prises. Keitel se plaint de la manière dont la bataille se déroule. Von Rundstedt répond avec mépris. Si vous pensez pouvoir faire mieux, venez ici et dirigez cette ordure vous-même. Cette phrase révèle tout. Le dédain du vieux soldat prussien pour les bureaucrates nazis qui n'ont jamais commandé sur le terrain. Si vous êtes fasciné par ces décisions militaires qui ont changé le cours de l'histoire, laissez un commentaire avec le mot « stratégie » et abonnez-vous à l'énigme militaire pour découvrir d'autres secrets de la Seconde Guerre mondiale que les livres d'histoire ne racontent jamais complètement. L'aube du 6 juin 1944 brise toutes les illusions. À partir de minuit, 13 000 parachutistes des 82e et 101e divisions aéroportées américaines sautent au-dessus de la péninsule du Cotentin. Malgré la dispersion des largages, ils sécurisent les routes cruciales menant depuis Utah Beach. À 6h30, sous un ciel gris de Normandie, la première vague d'assaut américaine touche le sable d'Utah Beach. Sur 80 km de côte française, 156 000 soldats alliés déferlent, 132 000 par mer, 24 000 par air. Von Rundstedt apprend la nouvelle depuis son quartier général à Saint-Germain-en-Laye, dans la banlieue parisienne. Sa réaction est immédiate. Il demande l'autorisation de déplacer les divisions blindées vers la Normandie. Mais Hitler dort. Personne n'ose réveiller le Führer. Les heures passent. Les précieuses divisions Panzer, notamment la 12e SS Panzerdivision Hitlerjugend et la Panzer-Lehr Division, restent immobiles, attendant un ordre qui n'arrive pas. Ce qui distingue ce débarquement de tous les précédents scénarios étudiés par l'état-major allemand, c'est la supériorité aérienne alliée. Elle est totale, écrasante, absolue. 10 000 avions dominent le ciel normand. La Luftwaffe, jadis redoutable, ne peut aligner que 300 appareils opérationnels sur l'ensemble du front occidental. Chaque mouvement de troupes allemandes en plein jour devient un suicide. Les chasseurs bombardiers P-47 Thunderbolt et Typhoon patrouillent sans relâche, mitraillant convois, trains, ponts. Le maréchal Rommel n'est même pas en Normandie ce matin-là. Persuadé que les conditions météorologiques défavorables empêcheront tout débarquement, il est parti en Allemagne fêter l'anniversaire de son épouse. Cette absence symbolise la désorganisation du commandement. Lorsqu'il revient précipitamment le 6 juin au soir, le constat est accablant. Les Alliés tiennent déjà plusieurs têtes de pont. Les jours suivants révèlent l'ampleur du désastre. Hitler maintient son interdiction de retrait. Il exige que chaque mètre de terrain soit défendu jusqu'au dernier homme. Cette obstination idéologique se heurte à la réalité du terrain. Les divisions allemandes, sans couverture aérienne, sans possibilité de manœuvre, subissent un pilonnage incessant de l'artillerie navale et aérienne. Le 17 juin, Hitler se déplace enfin en France pour rencontrer von Rundstedt et Rommel à Margival près de Soissons. La rencontre se déroule dans un bunker souterrain, loin du front. Les deux maréchaux plaident pour une nouvelle stratégie, concentrer les forces, autoriser des retraits tactiques, négocier peut-être avec les alliés occidentaux pour retourner toutes les forces contre l'Union soviétique. Hitler refuse catégoriquement. Aucun retrait, aucune négociation. La Wehrmacht doit tenir coûte que coûte. Von Rundstedt quitte cette réunion avec la certitude glacée que la guerre est perdue. Rommel, plus jeune, plus impulsif, envisage déjà d'autres solutions. Des solutions qui le mèneront au complot du 20 juillet contre Hitler. Entre le 6 juin et la fin du mois, les pertes allemandes en Normandie dépassent 50 000 prisonniers et 300 chars détruits sur les 7 divisions Panzer engagées. Les Alliés, pendant ce temps, débarquent hommes et matériel à un rythme que la Wehrmacht ne peut égaler. La tempête du 19 au 23 juin détruit le port artificiel Mulberry à Omaha Beach, ralentissant temporairement la logistique alliée. Cette tempête offre un répit illusoire aux Allemands, car pendant que la bataille fait rage en Normandie, un autre cataclysme se prépare à l'Est.
Le 18 juin 1944, la 9e division d'infanterie américaine atteint la côte ouest du Cotentin à Barneville-sur-Mer. En un instant stratégique, 40 000 soldats allemands se retrouvent encerclés dans la péninsule, coupés de toute retraite vers le sud. Le général Karl Wilhelm von Schlieben, nommé directement par Hitler comme commandant de la forteresse de Cherbourg, reçoit l'ordre de défendre le port jusqu'au dernier homme. Schlieben est un vétéran endurci. Il a commandé un régiment d'infanterie blindée sur le front de l'Est, puis la 18e Panzer-Division lors de la bataille de Kursk en 1943. Mais face aux 3 divisions américaines du général Joseph Lawton Collins, les 4e, 9e et 79e, il ne dispose que de troupes hétéroclites. La garnison de Cherbourg illustre l'étendue de la crise allemande. Mécaniciens de la Luftwaffe, marins, artilleurs, soldats âgés de la 709e division d'infanterie et même des volontaires étrangers, polonais, russes, ukrainiens, tchèques, coréens. Certains ont été capturés sur le front de l'Est et volontairement incorporés dans les unités allemandes pour échapper au camp de prisonniers. Leur moral est inexistant. Beaucoup se rendent à la première occasion. Le 22 juin, le général Collins lance l'assaut final. Les combats sont féroces. Le bocage normand, avec ses haies épaisses et ses chemins creux, favorise la défense. Mais l'artillerie américaine et les bombardements aériens font des ravages. Le 25 juin, 1000 bombardiers alliés pilonnent les défenses pendant plus de 80 minutes. Le même jour, une force navale britannique et américaine, sous le commandement du contre-amiral Morton Deyo, bombarde la ville depuis la mer. Les cuirassés USS Nevada et USS Texas, les croiseurs USS Tuscaloosa, USS Quincy, HMS Glasgow et HMS Enterprise déchaînent des tonnes d'obus sur les fortifications côtières. Vous découvrez des faits incroyables? Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime l'histoire militaire. À l'intérieur de Cherbourg, le désespoir gagne. Le fort du Roule, dominant la ville depuis ses hauteurs, devient le théâtre d'actes d'héroïsme individuel. Le 26 juin, le caporal John Kelly de la 314e régiment d'infanterie charge sous le feu ennemi avec des pôles explosifs, détruisant plusieurs bunkers allemands. Il recevra la Medal of Honor à titre posthume, tué au combat 5 mois plus tard. Le lieutenant Carlos Ogden, commandant par intérim de la compagnie K, détruit un canon flak de 88 mètres et plusieurs nids de mitrailleuses. Lui aussi recevra la Medal of Honor. Le fort du Roule tombe le 26 juin. Avec sa chute, toute défense organisée s'effondre. Von Schlieben est capturé avec l'amiral Walter Henecke, responsable des installations portuaires, et 800 soldats. Le 29 juin, l'arsenal capitule après une ruse audacieuse du capitaine Blazar et du colonel Teague, qui convainc les officiers allemands de rendre la péninsule en exagérant les forces américaines. Le bilan est catastrophique pour la Wehrmacht. La bataille de Cherbourg coûte aux Allemands 11 000 morts et 39 000 prisonniers. Le 7e corps américain perd 2 800 tués, 5 700 disparus et 13 500 blessés. Mais l'asymétrie stratégique est évidente. Les Américains peuvent remplacer leurs pertes. Les Allemands, non. Hitler, dans une ironie cruelle, décore l'amiral Henecke de la croix de chevalier pour avoir accompli un exploit sans précédent dans l'histoire de la défense côtière. En effet, Henecke a si complètement détruit le port de Cherbourg que les Alliés ne pourront l'utiliser pleinement qu'à partir de la mi-août. Mais cette victoire tactique ne change rien à la réalité stratégique. La forteresse tant vantée est tombée en moins d'un mois. Le général Friedrich Dollmann, commandant de la 7e armée allemande, apprend le 28 juin qu'une cour martiale l'attend pour la perte de Cherbourg. Le lendemain, il meurt officiellement d'une crise cardiaque. Mais les rumeurs parlent de suicide par empoisonnement. Le prix de l'échec dans l'Allemagne nazie est souvent fatal. Von Rundstedt observe cet effondrement depuis Paris. Cherbourg symbolise tout ce qu'il avait prédit. Sans maîtrise aérienne, et sans liberté tactique, sans renfort suffisant, la défense de la France est impossible.
Et pendant que la situation en Normandie se dégrade, un message terrifiant arrive de l'Est. Le 22 juin 1944, 3 ans jour pour jour après l'invasion allemande de l'Union soviétique, l'armée rouge lance l'opération Bagration. 2,5 millions de soldats soviétiques, 45 000 pièces d'artillerie, 6 300 chars et 8 000 avions déferlent sur un front de 1100 km en Biélorussie. La cible, le groupe d'armées centre allemand, ancre de tout le front de l'Est. La Wehrmacht ne s'attendait pas à cette offensive. Les services de renseignement soviétiques ont orchestré une maskirovka, une déception stratégique, magistrale. Berlin reste convaincu que l'attaque principale viendra en Ukraine, au sud. Les meilleures divisions Panzer allemandes sont positionnées là-bas. Le groupe d'armées centre, sous le commandement du général-feldmarschall Ernst Busch, ne dispose que de 580 chars, canons d'assaut et chasseurs de chars pour défendre son secteur immense. La densité de troupes atteint des niveaux dérisoires, 143 soldats par kilomètre de front pour la 9e armée. L'offensive soviétique pulvérise les défenses allemandes. Le 28 juin, la 4e armée allemande est détruite, ainsi que la majeure partie de la 3e armée de Panzers et de la 9e armée. Minsk, capitale de la Biélorussie occupée depuis 3 ans, tombe le 4 juillet. C'est la plus grande défaite militaire de l'histoire allemande, plus catastrophique que Stalingrad. 28 divisions du groupe d'armées centre sur 34 sont anéanties. Les pertes allemandes officielles parlent de 26 000 tués, 110 000 blessés, 263 000 capturés ou disparus, mais ces chiffres sont largement sous-estimés. Le nombre réel de victimes dépasse probablement 450 000 hommes. Le général Heinz Guderian, inspecteur général des troupes blindées, admet avec amertume « Le groupe d'armées centre a cessé d'exister ». Busch vole jusqu'au Wolfschanz le 26 juin pour supplier Hitler d'autoriser un retrait derrière le Dniepr. Hitler refuse. Le 28 juin, Busch est limogé et envoyé en Roumanie. Le général-feldmarschall Walter Model, surnommé le pompier de Hitler, pour sa capacité à stabiliser des situations désespérées, prend sa place. Mais même Model ne peut rien contre l'effondrement. À Paris, von Rundstedt reçoit ces nouvelles avec un mélange de colère et de résignation. L'Allemagne combat désormais sur 2 fronts majeurs pour la première fois depuis le début de la guerre. À l'ouest, les Alliés avancent en Normandie. À l'est, l'armée rouge a ouvert une brèche béante dans les défenses allemandes. Les réserves stratégiques n'existent plus. Chaque division envoyée à l'ouest affaiblit l'est. Chaque renfort dirigé vers l'est laisse l'ouest vulnérable. Le 1er juillet à 17h40, le téléphone sonne dans le bureau de von Rundstedt, à Paris. C'est le maréchal Wilhelm Keitel, chef d'état-major du haut commandement de la Wehrmacht depuis Berlin. Keitel, considéré par la plupart des généraux allemands comme un laquais incompétent totalement soumis à Hitler, appelle depuis le Wolfschanz. Il vient de quitter une réunion avec Hitler où la situation désastreuse sur les 2 fronts a été discutée. Von Rundstedt explique la situation en Normandie. Les pertes sont insoutenables, la supériorité aérienne alliée est écrasante, toute manœuvre en plein jour est impossible, les renforts n'arrivent pas assez vite. Il demande l'autorisation de retirer ses troupes derrière la Seine pour raccourcir les lignes et créer des réserves. Hitler a refusé cette demande plus tôt dans la journée. Les positions actuelles doivent être tenues, a ordonné le Führer. Toute percée future de l'ennemi sera empêchée par une résistance obstinée ou des contre-attaques localisées. Keitel, désemparé par l'ampleur du désastre qui se profile, gémit dans le téléphone. « Que devons-nous faire? Que devons-nous faire ?» C'est alors que von Rundstedt prononce les mots qui changeront sa vie. Selon les témoignages recueillis après-guerre, il répond avec une brutalité caractéristique de son dédain pour les bureaucrates nazis. « Faites la paix, bande d'idiots! Que pouvez-vous faire d'autre ?» Puis il raccroche. Keitel, fidèle serviteur, court immédiatement rapporter cette déclaration à Hitler. La réaction du Führer est prévisible. Pour lui, parler de paix équivaut à une trahison.
L'Allemagne doit se battre jusqu'à la victoire finale, ou jusqu'à la destruction totale. Il n'existe pas de troisième option dans l'idéologie nazie. Le 3 juillet 1944, 2 jours après cette conversation explosive, von Rundstedt reçoit une lettre cordiale de Hitler. Le Führer le remercie pour ses services et annonce que le général-feldmarschall Günther von Kluge prendra sa place comme commandant en chef à l'Ouest. Officiellement, von Rundstedt est relevé de son commandement en raison de son âge et de sa santé. Il a 68 ans, certes, mais reste intellectuellement lucide et physiquement capable. La raison réelle est évidente pour tous. Il a osé dire la vérité. Dans un geste de cynisme typiquement hitlérien, le Führer lui décerne les feuilles de chêne à sa croix de chevalier le 1er juillet, le jour même de la conversation fatale. Cette décoration, l'une des plus prestigieuses de la Wehrmacht, est remise à un homme qu'il vient de condamner au silence. Von Rundstedt retourne dans sa modeste résidence. Mais son calvaire n'est pas terminé. Le 20 juillet 1944, une bombe explose au Wolfschanz lors d'une réunion avec Hitler. Le complot, organisé par des officiers allemands, dont le colonel Klaus von Stauffenberg, échoue. Hitler survit avec des blessures légères. La répression qui suit est impitoyable. Von Rundstedt est immédiatement suspecté. Ses désaccords publics avec Hitler, son amitié avec certains conspirateurs, sa déclaration du 1er juillet, tout cela le place sous haute surveillance. Mais le Führer, dans un calcul machiavélique, lui offre une chance de prouver sa loyauté. Il le nomme président de la Cour d'honneur de l'armée allemande, chargé de juger les officiers militaires impliqués dans l'attentat. Cette cour n'est pas un tribunal au sens traditionnel. C'est un instrument de purge. Sa tâche, exclure déshonorément de l'armée les officiers suspectés de trahison. Une fois exclus, ces hommes tombent sous la juridiction des tribunaux civils nazis, les fameux Volksgerichtshof, présidés par le juge fanatique Roland Freisler. Les procès y sont brefs, les sentences prévisibles, morts par pendaison lente avec des cordes de piano, et filmés pour le plaisir morbide de Hitler. Sous la présidence de von Rundstedt, 55 officiers sont jugés et exclus. La plupart sont contraints au suicide. Rommel, le héros national impliqué dans le complot, reçoit la visite de 2 généraux le 14 octobre 1944. Ils lui offrent un choix, se suicider et recevoir des funérailles d'État, ou affronter un procès public qui détruira sa famille. Rommel choisit le poison. Von Rundstedt prononce l'éloge funèbre lors de funérailles nationales, sachant parfaitement que Rommel a été assassiné par le régime. Von Kluge, le remplaçant de Rundstedt à l'Ouest, impliqué lui aussi dans le complot, se suicide le 19 août après l'échec de la contre-offensive des Ardennes. Le prix de la vérité, dans l'Allemagne nazie de 1944, est toujours fatal. Ironiquement, Hitler rappelle von Rundstedt en septembre 1944 pour reprendre le commandement à l'Ouest. Les armées allemandes battent en retraite à travers la France. Paris est libéré le 25 août. Bruxelles tombe le 3 septembre. Le front occidental s'effondre. Hitler a besoin de la réputation de von Rundstedt pour stabiliser le moral. Le vieux maréchal accepte, disant « Mon Führer, quoi que vous ordonniez, je le ferai jusqu'à mon dernier souffle. » Mais son rôle n'est qu'honorifique. Le contrôle opérationnel reste avec Model. Von Rundstedt devient une figure de proue, un symbole pour rassurer les troupes. En décembre 1944, Hitler lance l'offensive des Ardennes, la bataille des Ardennes, sans vraiment consulter von Rundstedt. L'offensive, conçue pour diviser les armées alliées et capturer Anvers, échoue après des gains initiaux. Les troupes américaines résistent vaillamment. Les Allemands perdent leur dernière réserve blindée. Le 9 mars 1945, après la traversée du Rhin par les Américains à Remagen, Hitler limoge von Rundstedt une 4e et dernière fois. Le vieux maréchal retourne dans l'ombre pendant que le Troisième Reich s'effondre. Le 1er mai 1945, von Rundstedt est capturé par la 36e division d'infanterie américaine. Les Britanniques envisagent de le juger pour crime de guerre,
notamment pour son rôle dans l'exécution de soldats alliés et dans des représailles contre des civils. Mais sa santé défaillante empêche le procès. Il subit une seconde crise cardiaque pendant les interrogatoires. Les historiens militaires britanniques et américains, dont Basil Liddell Hart et Brian Horrocks, l'interrogent sur ses souvenirs de guerre. Liddell Hart conclut que von Rundstedt était un soldat plus capable que le maréchal Hindenburg de la Première Guerre mondiale, plus capable même que la combinaison Hindenburg-Ludendorff. Il ajoute: Gerd von Rundstedt était un gentleman jusqu'au bout. Sa dignité naturelle et ses bonnes manières inspiraient le respect même de ceux qui différaient grandement de ses opinions. Von Rundstedt est libéré en juillet 1949, à 73 ans, frêle, sans domicile, ses comptes bancaires gelés, sans revenus. Il finit par recevoir une pension militaire du gouvernement ouest-allemand. Il vit modestement dans un appartement au 3e étage, au-dessus d'un magasin de chaussures à Hanovre. Sa femme Billa décède en octobre 1952. Von Rundstedt meurt d'une insuffisance cardiaque le 24 février 1953, à 77 ans. Il n'a jamais écrit ses mémoires. Ses funérailles reflètent l'ironie de son destin. L'Allemagne de l'Ouest n'a pas encore d'armée. Il n'y a donc pas de funérailles militaires. Les quelques anciens officiers de la Wehrmacht présents portent des hauts de forme au lieu de leur casquette militaire à visière haute. Au lieu d'un affût de canon, un corbillard ordinaire tiré par des chevaux transporte le cercueil. Le pasteur Ernst Strasser déclare « Nous enterrons le dernier des grands Prussiens ». Cette phrase résume tout. Von Rundstedt appartenait à un monde disparu, un monde de codes d'honneur rigides et de devoirs militaires absolus. Il a servi l'Allemagne avec une loyauté inébranlable, même lorsque cette Allemagne était dirigée par des criminels. Son refus de participer activement au complot contre Hitler, invoquant son serment de 1934, illustre ce conflit intérieur. Au procès de Nuremberg, des officiers allemands ont expliqué leur obéissance en déclarant « Nous avons fait notre devoir parce que Hitler avait été légalement nommé chancelier par Hindenburg. » Mais l'histoire retiendra cette conversation du 1er juillet 1944, ce moment où un homme, représentant d'une tradition militaire séculaire, a osé dire la vérité au pouvoir. « Faites la paix, bande d'idiots !» Ces mots, prononcés 25 jours après le jour J, résument la tragédie de l'Allemagne nazie. Un régime qui a refusé d'accepter la réalité jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Von Rundstedt a payé le prix de cette vérité avec sa carrière. Des millions d'autres ont payé avec leur vie. La leçon demeure. Dans la guerre comme en politique, ignorer la réalité ne la change pas. Elle ne fait que rendre l'inévitable plus douloureux. L'histoire du maréchal von Rundstedt et sa déclaration du 1er juillet 1944 illustrent un principe fondamental. La vérité stratégique finit toujours par s'imposer, même quand les dirigeants refusent de l'entendre. 25 jours après le jour J, von Rundstedt a compris ce que Hitler refusait d'admettre. La guerre était perdue. Son conseil de faire la paix aurait pu épargner des centaines de milliers de vies. Mais l'idéologie nazie préférait la destruction totale à la capitulation honorable. Le prix de cette obstination ? 11 mois supplémentaires de carnage, jusqu'à la capitulation finale en mai 1945. Si cette histoire vous a captivé et que vous voulez découvrir d'autres décisions militaires qui ont changé le cours de la Seconde Guerre mondiale, abonnez-vous à l'énigme militaire. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos enquêtes historiques. Et dites-nous dans les commentaires, pensez-vous que von Rundstedt a eu raison de conseiller la paix en juillet 1944? Votre avis nous intéresse. La prochaine vidéo explore un autre secret militaire de la Seconde Guerre mondiale que vous ne connaissez probablement pas. À très bientôt sur l'énigme militaire.